Accepter un pot de vin de 38 millions de dollars pour faciliter le détournement de 11 milliards ou encore orchestrer le plus grand schéma de Ponzi de l'histoire des États-Unis pendant plus de 20 ans, ces décisions, motivées par l'avidité et la certitude d'être intouchables, ont transformé des milliardaires flamboyants en prisonniers à perpétuité. Parmi ces chutes spectaculaires, l'histoire d'Alan Stanford se distingue particulièrement. Ancien magnate texan, Stanford dirigeait le Stanford Financial Group, une institution qui inspirait confiance et prestige, du moins en apparence. Avec une fortune estimée à 2,2 milliards de dollars, il incarnait le rêve américain, celui d'un homme parti de rien pour bâtir un empire financier. Mais sous cette façade prospère se cachait un système frauduleux d'une ampleur colossale, une pyramide de Ponzi de 7 milliards de dollars. Au sommet de sa gloire, Stanford ne se contentait pas d'accumuler les richesses. Il voulait aussi de la reconnaissance et du prestige. Il fut anobli par Antigua et Barbuda, un honneur qu'il porta fièrement. Après tout, si l'on détourne des milliards, autant avoir un titre de noblesse pour impressionner les foules et masquer la supercherie. Ces fonds détournés finançaient un train de vie extravagant, jets privés, somptueuses villas, bijoux hors de prix et même le sponsoring de prestigieux tournois de cricket dans les Caraïbes. Pourquoi se contenter d'un simple yacht quand on peut s'offrir tout un sport et modeler son image de bienfaiteur auprès des élites sportives? Mais comme toute arnaque pyramidale, son empire n'avait qu'un seul fondement, la confiance des investisseurs. Et lorsque cette confiance s'effrite, tout s'écroule en un instant. En 2009, le gouvernement fédéral mit fin à son illusion dorée. Son entreprise s'effondra plus vite qu'un château de cartes dans une tempête tropicale et les milliards évaporés laissèrent derrière eux des milliers de victimes ruinées. En 2012, Stanford fut reconnu coupable de fraude et condamné à 110 ans de prison. Sa défense ? Il tenta de faire croire qu'il n'avait été qu'un mauvais gestionnaire et que sa société avait simplement pris de mauvaises décisions financières. Mais lorsque 7 milliards de dollars disparaissent mystérieusement pour financer un style de vie somptueux, l'excuse de la paix mauvaise comptabilité ne convainc personne. Aujourd'hui, au lieu de survoler les Caraïbes à bord de son jet privé, Stanford passe ses journées dans une cellule grise avec presque un siècle encore à purger. Espérons que les tournois de cricket qu'il a sponsorisés en valèrent la peine. Si la descente aux enfers d'Alan Stanford semble spectaculaire, celle de Rishi Shah n'a rien à lui envier. Autrefois salué comme un prodige de la technologie, ce jeune entrepreneur incarnait l'esprit de la Silicon Valley et ses success stories fulgurantes. En tant que cofondateur de Outcome Health, une start-up qui promettait de révolutionner l'industrie médicale en diffusant des publicités ciblées dans les salles d'attente des médecins, il attirait les investisseurs du monde entier. Le concept semblait brillant. Une plateforme innovante, des milliards de dollars de financement et une ascension qui semblait inévitable. Shah, lui, profitait pleinement de son succès. Soirées somptueuses, jets privés, réceptions exclusives et surtout une valorisation gonflée de son entreprise qui le propulsa rapidement dans le cercle fermé des milliardaires de la tech. Mais à mesure que la lumière des projecteurs s'intensifiait, les ombres de la fraude devenaient impossibles à ignorer. Outcome Health falsifiait ses résultats financiers et manipulait ses chiffres, créant une illusion de succès et attirant toujours plus d'investisseurs. Pendant que Shah répétait à qui voulait l'entendre « Faites-moi confiance », ses finances étaient aussi fictives qu'un scénario de la WWE. Tout le monde voulait croire en lui. Son entreprise était perçue comme la prochaine licorne technologique, la promesse d'un empire révolutionnaire. Mais en 2023, la supercherie éclata au grand jour. Les investisseurs, autrefois séduits par ses discours enflammés, réalisèrent que la seule chose réellement en faillite était leur propre compte en banque. Lorsque la justice intervint, l'inévitable arriva. Accusé de fraude et de conspiration, Shah fut condamné à 14 ans de prison. Un séjour suffisant derrière les barreaux pour méditer sur une leçon essentielle. Manipuler la finance n'est pas la meilleure stratégie pour bâtir un empire durable. De milliardaire en pleine ascension à détenu anonyme, Rishi Shah partage désormais le même sort que d'autres grands escrocs avant lui. La Silicon Valley, quant à elle, aura appris à ses dépens que tout ce qui brille n'est pas or, et que certains empires technologiques sont bâtis sur du vent. Des barons de la finance au génie de la tech, ces destins brisés rappellent que l'avidité a un prix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Certaines figures du pouvoir et de la haute finance savent encore mieux jouer avec les règles, évitant les barreaux tout en continuant à manipuler les milliards. Qui sont-ils? Ou continuez à regarder nos vidéos. Si l'histoire de Rishi Shah ressemble à une descente aux enfers où les rêves technologiques finissent en cauchemar carcéral, celle de Raj Rajaratnam pousse l'art de la fraude financière à un tout autre niveau. Et si vous pensiez que Shah était le pire, attendez de découvrir l'homme qui a transformé le délit d'initié en véritable empire.
tout en réussissant à s'attirer le soutien d'une célébrité improbable pour alléger sa peine. Dans les années 2000, Raj Rajaratnam était l'un des noms les plus respectés de la finance américaine. À la tête de Galleon Group, un fonds spéculatif de 7 milliards de dollars, il naviguait dans les hautes sphères de Wall Street avec l'élégance d'un magnate du trading. Ses décisions semblaient toujours impeccables, son flair financier infaillible et ses profits astronomiques. Ce qui distinguait Rajaratnam des autres investisseurs, ce n'était pas seulement son talent pour anticiper les fluctuations du marché, c'était son arme secrète, un réseau bien rodé de cadres supérieurs et d'initiés, prêts à lui livrer des informations précieuses en échange de faveurs ou de compensations juteuses. Grâce à ces informations privilégiées, il pouvait exécuter des transactions boursières avec un temps d'avance, engrangeant ainsi des millions de dollars de profits avant même que le marché ne réalise ce qui se passait. Imaginez une partie de poker où l'un des joueurs connaît déjà toutes les cartes, difficile de perdre. Mais toute bonne chose a une fin. Et en 2009, le FBI a mis fin à son jeu. Cette fois-ci, les enquêteurs n'avaient pas juste des soupçons, ils avaient des preuves audio. Pendant des mois, ils avaient placé sur écoute Rajaratnam et ses complices, capturant des conversations où des cadres trop bavards livrèrent des informations confidentielles. Le choc fut énorme. L'homme que Wall Street considérait comme un génie de la finance se révélait être un simple tricheur. En 2011, Rajaratnam fut reconnu coupable de 14 chefs d'accusation pour fraude et complot, dans ce qui devint l'un des plus grands scandales de délit d'initiés de l'histoire des États-Unis. Le verdict tomba, 11 ans de prison. Un coup dur pour un homme habitué aux jets privés, aux invitations exclusives et aux dîners avec l'élite financière. Du jour au lendemain, il passa des salons feutrés de Wall Street aux murs gris d'une cellule fédérale. Mais là où l'histoire prend une tournure fascinante, c'est dans la façon dont Rajaratnam a réussi à écourter son séjour derrière les barreaux. Et contre toute attente, une célébrité improbable entra en scène, Kim Kardashian. Oui, la même Kim Kardashian qui fait la une des magazines de mode et des tabloïds. Mais depuis quelques années, la star de la télé-réalité s'était lancée dans un combat pour la réforme du système carcéral américain. Dans le cadre de son engagement, elle fit pression pour l'application du First Step Act, une loi signée par Donald Trump qui permettait aux criminels non violents, comme Rajaratnam, de bénéficier d'une libération anticipée. Grâce à cette loi et à l'influence de Kardashian, Rajaratnam fut libéré en 2019, après seulement 8 ans derrière les barreaux. Il fut placé sous surveillance à domicile, une fin bien plus douce que ce qu'auraient espéré ses détracteurs. Contrairement à d'autres escrocs qui finissent ruinés, Rajaratnam n'a jamais vraiment tout perdu. Une fois libre, il a pu profiter du reste de sa fortune, amassée avant son arrestation. Son bureau de Wall Street avait peut-être été remplacé par une cellule de prison, mais à sa sortie, il ne lui fallut pas longtemps pour retrouver une vie de luxe. Ainsi, l'homme qui avait dominé Wall Street grâce à un code de triche boursier avait réussi à contourner le système judiciaire, réduisant sa peine tout en conservant une fortune colossale. Une question se pose alors, la prison est-elle vraiment une punition pour les milliardaires ? Car si Rajaratnam a échangé ses costumes sur mesure pour une combinaison orange, son retour à la vie confortable a été, lui, plus rapide que prévu. Et si vous pensez que son histoire est incroyable, attendez de voir ce que d'autres magnates de la finance ont réussi à faire, sans même passer une seule nuit en prison. Mais si vous pensez que les relations avec des célébrités, même en prison, sont folles, attendez d'entendre parler de Ji Lee, l'héritier de l'empire Samsung, dont le scandale de corruption politique ferait trembler n'importe quel dirigeant d'entreprise. Quand on est l'héritier de Samsung avec une fortune nette de 7,9 milliards de dollars, on pourrait penser que la vie est douce, qu'il suffit de se détendre et de laisser les milliards affluer. Mais ce n'était pas le cas pour Ji Lee. Au lieu de naviguer tranquillement à la tête de l'Empire en tant que vice-président de Samsung, il s'est retrouvé au cœur d'un scandale de corruption politique majeur. En 2017, Lee a été impliqué dans un scandale de pots de vin lié à un versement de 38 millions de dollars à la présidente sud-coréenne de l'époque, Park Geun-hye, et à son ami proche. L'objectif ? Obtenir un soutien gouvernemental pour une fusion qui renforcerait son contrôle sur Samsung. Pari risqué pour un héritier de milliardaire, presque digne d'un prix Darwin. Mais lorsqu'on possède 7,9 milliards de dollars, un pot de vin de 38 millions semble être l'équivalent d'un pourboire. L'affaire a rapidement pris de l'ampleur. Lee a été condamné à 5 ans de prison pour corruption, détournement de fonds et faux témoignages. Toutefois, comme tout milliardaire qui se respecte, il a bénéficié de privilèges. Sa peine a été réduite et après seulement 207 jours derrière les barreaux, il a été gracié en 2018. Un simple passage en prison avant de retourner directement dans les salles de conseil. Alors que beaucoup pensaient que ses ennuis juridiques étaient derrière lui,
La justice sud-coréenne en a décidé autrement. En 2021, Lee a été renvoyé en prison pour purger une peine supplémentaire de 2 ans et demi. Son feuilleton judiciaire est rapidement devenu une affaire nationale, mêlant intrigues politiques et scandales d'entreprise. Mais être un magnate de la tech possédant des milliards signifie que même après un séjour en prison, on reste à la tête de l'une des plus grandes entreprises du monde. D'ailleurs, l'action de Samsung n'a même pas broncé. Si vous pensiez que le parcours judiciaire express de J.Y. Lee était un véritable tour de montagne russe, attachez votre ceinture pour découvrir l'histoire de Thomas Kwok, un autre milliardaire tombé en disgrâce. Thomas Kwok avait tout, le pouvoir, la renommée et une fortune estimée à 16 milliards de dollars. En tant que coprésident de Sun Hung Kai Properties, le plus grand empire immobilier de Hong Kong, il pouvait littéralement faire émerger un gratte-ciel d'un simple claquement de doigts. Mais pour Kwok, être milliardaire et superviser d'immenses projets de développement immobilier ne suffisait pas. Il a voulu pimenter les choses en versant un pot de vin de 1,1 million de dollars à Raphaël Hui, un haut fonctionnaire de Hong Kong, pour obtenir un traitement de faveur dans ses transactions. Apparemment, construire des gratte-ciel ne suffisait pas. Il fallait aussi corrompre pour contourner certaines règles. La corruption peut parfois sembler être un raccourci vers le pouvoir, mais elle s'avère souvent être une autoroute directe vers la prison. C'est exactement ce qui est arrivé à Thomas Kwok en 2014 lorsque son plan a spectaculairement échoué. Condamné pour corruption, il a écopé de 5 ans de prison. Et il ne s'agissait pas d'un simple pot de vin glissé sous la table, mais d'un versement massif d'1,1 million de dollars pour s'assurer les faveurs d'un haut fonctionnaire. Pourtant, même avec une fortune de plusieurs milliards, il semble que certains en veuillent toujours plus. Son complice, Raphaël Hui, n'a pas été épargné non plus. Il a reçu une peine encore plus lourde de 7 ans et demi de prison, rappelant que personne, aussi riche soit-il, n'est au-dessus des lois. Kwok, lui, espérait probablement que son influence et son immense fortune lui vaudraient un ticket de sortie anticipé. Mais ce ne fut pas le cas. Il a passé 3 ans derrière les barreaux avant d'être libéré en 2019. Un passage brutal du luxe des gratte-ciel à l'étroitesse d'une cellule. Mais ne vous inquiétez pas pour lui. Une fois dehors, il est retourné dans l'immobilier, fidèle à sa passion pour les tours imposantes. Il a peut-être tenté d'acheter du pouvoir à coups de pots de vin, mais au moins, il a eu tout le temps d'y réfléchir, en uniforme de prisonnier. Si l'histoire de Thomas Kwok vous semble être un avertissement contre l'avidité, attendez d'entendre celle de Sam Bankman-Fried. Autrefois surnommé SBF par la communauté crypto, Bankman-Fried était l'enfant prodige des monnaies numériques. Avec une fortune estimée à 26 milliards de dollars, il était considéré comme l'un des acteurs les plus influents du secteur. Fondateur de FTX, une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies, il incarnait l'avenir de la finance. SBF ne se contentait pas d'être un génie des cryptos. Il côtoyait les élites, prenait la parole aux côtés de Bill Clinton et Tony Blair et finançait aussi bien les républicains que les démocrates aux États-Unis. Tout le monde voulait avoir ce jeune milliardaire excentrique dans son camp. Mais en 2022, son empire s'est effondré, révélant un scandale bien plus sombre. Son succès n'était pas seulement basé sur la technologie blockchain et ses apparitions publiques en short et tongs, mais sur une fraude massive. Il a été reconnu coupable d'avoir détourné des milliards de dollars appartenant aux clients de FTX pour financer Alameda Research, son fonds d'investissement, ainsi que son propre train de vie extravagant. Quand les autorités ont découvert l'ampleur du scandale, il est apparu que FTX n'était pas une entreprise en difficulté, mais un véritable système de Ponzi. En 2024, la sentence est tombée, 25 ans de prison et une amende de 11 milliards de dollars et pour rembourser les investisseurs lésés. Bien sûr, son équipe juridique a tenté de le défendre en plaidant qu'il n'était pas un criminel mais simplement un génie socialement maladroit ayant pris de mauvaises décisions. Le tribunal n'a pas été convaincu. Ainsi, le rêve de Sam Bankman-Fried d'être le prochain Goldman Sachs s'est transformé en un cauchemar où la seule chose qu'il peut négocier, c'est son prochain repas en prison. Sam Bankman-Fried est peut-être l'un des escrocs financiers les plus médiatisés des États-Unis. Mais il est loin d'être le seul milliardaire à avoir vu son empire s'effondrer derrière les barreaux. L'histoire de Nye Dankner en est un parfait exemple. À la tête de l'immense conglomérat IDB Holding, Dankner était un titan de la finance israélienne, pesant près de 30 milliards de dollars. Il ne possédait pas seulement des entreprises, il détenait littéralement une grande partie de la skyline israélienne. Mais quand les marchés ont commencé à vaciller en 2011, Dankner a refusé d'accepter la réalité comme un investisseur lambda. Au lieu d'affronter la tempête, il a tenté de la manipuler. Plutôt que de laisser le cours des actions d'IDB chuter naturellement, il a secrètement racheté des parts de sa propre entreprise pour gonfler artificiellement leur valeur avant une grande introduction en bourse. En d'autres termes,
Il a tenté de masquer une épave financière avec un peu de maquillage boursier, espérant que personne ne remarquerait l'eau qui montait à bord du Titanic. Mais la justice israélienne ne s'est pas laissée berner par son tour de passe-passe financier. En 2016, la fraude boursière de Dankner a été entièrement révélée et il a été condamné à 3 ans de prison assortie d'une amende de 800 000 $. Un contraste brutal avec sa vie de luxe. Lorsqu'il s'est rendu à la prison de Massiaou, il est arrivé dans la voiture d'un ami, vêtu avec décontraction, comme s'il allait déjeuner plutôt que purger une peine de prison. On pourrait presque l'imaginer en train de siroter un latte avant de réaliser que les prisons ne servent pas de café artisanal. Désormais, au lieu de jongler avec les investissements immobiliers et les manœuvres financières, Dankner devait apprendre à naviguer dans la hiérarchie carcérale, qui contrôle la meilleure place à la cantine. Quelles alliances former? Bien moins glamour que la bourse de Tel Aviv. Mais si l'histoire de Nai Dankner vous semble dramatique, attendez d'entendre celle de Bernie Madoff, l'homme qui a transformé une escroquerie en un véritable chef-d'œuvre du crime financier. S'il existait un Hall of Fame des plus grands fraudeurs de l'histoire, Bernie Madoff n'en serait pas seulement un membre. Il en aurait construit les fondations. Avec son plan Ponzi à 65 milliards de dollars, il a orchestré la plus grande escroquerie financière de tous les temps. Il n'était pas un simple escroc. C'était un homme respecté de Wall Street, ancien président du Nasdaq, un conseiller de confiance pour des investisseurs fortunés, des célébrités et des institutions prestigieuses. Mais derrière cette façade se cachait une fraude colossale. Pendant des décennies, Madoff, d'une manière ou d'une autre, il a convaincu certaines des personnes les plus riches du monde ainsi que des célébrités et des institutions que leurs investissements augmentaient, se multipliaient, alors qu'en réalité, aucun argent n'était réellement placé. Son modèle fonctionnait tant que de nouveaux investisseurs continuaient d'injecter des fonds. Mais dès que le système s'est grippé, la vérité a éclaté. Imaginez un investissement si parfait qu'il semble trop beau pour être vrai. Des rendements constants, sans fluctuation, même lorsque les marchés s'effondrent, une machine à cash inarrêtable qui transforme chaque dollar placé en une promesse de prospérité. Pendant des décennies, c'est exactement ce que Bernie Madoff a vendu à ses clients, un rêve financier sans risque, un paradis pour investisseurs, une pierre philosophale de la finance. Mais ce rêve n'était en réalité qu'un mirage magistralement orchestré, un cauchemar déguisé en opportunité. Plutôt que d'investir réellement les milliards confiés par ses clients, Madoff se contentait d'utiliser l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens, créant ainsi une illusion parfaite de rentabilité. Tant que de nouveaux fonds affluaient, le système tenait debout, masquant l'arnaque sous une façade de succès éclatant. C'était une immense partie de chaises musicales. Sauf qu'il n'y avait jamais assez de sièges. Chaque investisseur qui encaissait ses gains pensait récupérer son propre argent fructifié, alors qu'en réalité, il ne faisait que toucher celui d'un autre. Mais toute illusion a une fin. Et en 2008, lorsque la crise financière a secoué l'économie mondiale, la musique s'est brutalement arrêtée. Lorsque les marchés se sont effondrés, les investisseurs, pris de panique, ont voulu retirer leurs fonds. Mais il y avait un problème, il n'y avait plus d'argent. Le château de cartes s'est écroulé en quelques jours, révélant l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire. En 2009, Madoff fut arrêté, jugé et condamné à 150 ans de prison. Une peine aussi monumentale que son escroquerie. Pourquoi 150 ans? Pourquoi ne pas ajouter un siècle de plus, juste pour être sûr? Mais le pire n'était pas tant le sort de Madoff que celui de ses victimes. Des milliers d'investisseurs à travers le monde ont tout perdu. Des fonds de pension, des associations caritatives, des retraités qui avaient placé leurs économies de toute une vie. Certains sont tombés en faillite, d'autres ont sombré dans le désespoir. Il y a même eu des suicides parmi ces victimes, incapables de faire face à la ruine soudaine. L'onde de choc fut colossale, ébranlant non seulement la finance mondiale, mais aussi la confiance dans tout le système d'investissement. Si même les plus grands noms de Wall Street pouvaient en se faire avoir, qui pouvait encore être en sécurité? Madoff passa ses dernières années derrière les barreaux, au Federal Correctional Complex de Butner, en Caroline du Nord. Un cadre très éloigné de son bureau luxueux de Manhattan, où les décisions à plusieurs millions de dollars se prenaient sous la lumière tamisée d'un mobilier en acajou et de tableaux hors de prix. Ici, pas de champagne millésimé, pas de service de conciergerie. Juste une cellule spartiate, des repas sans saveur et beaucoup de temps pour réfléchir à l'ampleur de sa trahison. Il mourut en 2021, mettant un point final à son ascension et à sa chute vertigineuse. L'affaire Madoff a prouvé une chose, une fois en prison, l'argent ne compte plus, en théorie. Regardez certains oligarques russes et d'autres figures de la finance qui ont fini derrière les barreaux, et vous pourriez vous poser la question. Certains établissements pénitentiaires pour riches détenus ressemblent plus à des resorts 5 étoiles qu'à des prisons.
Accès à des repas gastronomiques, suites privées, salles de sport haut de gamme, communication illimitée avec l'extérieur. Pour certains, une condamnation pénale ressemble plus à une parenthèse dorée qu'à une véritable punition. Alors, le crime financier paie-t-il vraiment? Ou certains trouvent-ils un moyen de transformer leur incarcération en une simple retraite de luxe? Pour le découvrir, ne manquez pas notre prochaine vidéo.